arrivent maintenant les histoires génétiques. Est-ce qu'un gène pourrait comme rendre la probabilité plus forte d'être affecté? Mettons que la chimio va affecter plus quelqu'un qui a tel gène. Bon, on commence chez les chercheurs fondamentaux à trouver justement qu'au niveau moléculaire, il y aurait un petit gène quelconque qui s'appelle le E4, OK, qui pourrait, chez quelqu'un qui a ce gène-là comme un petit peu en alerte, pourrait comme favoriser l'émergence justement de cette problématique-là. Alors, comme vous voyez, il y a beaucoup d'inconnus encore. Je vais tout d'abord parler des stratégies de prévention parce que j'aime toujours mieux regarder le côté positif des choses. Puis après ça, si on a un petit peu de temps, on regardera les challenges là, de méthodologie qu'on va avoir à adresser avant de pouvoir conclure sur cette problématique-là. Madame, Dr. Provencher, oui? Juste pour dire qu'il vous reste à peu près 5 minutes. Ah, bien, OK, je vais me dépêcher. On va passer aux stratégies de prévention, ça va être plus intéressant. Il y a des gens qui ont essayé de regarder, est-ce qu'en donnant de l'érythropoïétine, autrement dit Eprex ou des choses comme ça, par rapport à du placebo, est-ce qu'on ne se trouverait pas chez les patients à avoir une diminution de cet élément-là? Malheureusement, on ne trouvait pas de différence. Par contre, c'est évident qu'avec ces agents-là, il faut faire attention parce qu'en ce moment, on se demande si ces agents-là ne peuvent pas contribuer à une progression tumorale. Alors, comme vous voyez, on ne peut pas s'amuser à prendre n'importe quelle sorte de médicament, l'essayer, puis ça marche, sans voir s'il n'y a pas d'autres impacts là, qui sont quand même beaucoup plus sérieux. Évidemment, dans ces études-là, les patientes qui avaient pris le produit se retrouvaient avec une hémoglobine qui était beaucoup plus élevée, donc moins de fatigue. Est-ce que la fatigue pouvait comme faire en sorte que ce syndrome-là arrivait moins souvent? On ne sait pas. Néanmoins, par rapport à phénomène de réhabilitation de ça, je pense que c'est important, de se rendre compte que ça existe. C'est une possibilité. C'est important de s'organiser des stratégies qui vont faire qu'on va mieux gérer notre stress. OK? Ou encore, on va faire en sorte qu'il va y avoir moins de choses qui vont nous attaquer. Autrement dit, se mettre dans une bulle où on ne se laissera pas atteindre par toutes sortes d'éléments autour de nous autres. Évidemment, il faut développer des mécanismes compensatoires, entre autres des stratégies qui vont faire que notre mémoire va être meilleure. Il y a une médecin qui elle-même avait été sous chimio et qui nous donnait des trucs, OK, de quoi faire. Ce qu'elle faisait, c'est qu'elle essayait d'éviter qu'il y ait des situations d'urgence ou encore des situations qui nécessitent là, d'avoir comme quasiment des mains comme des pieuvres, là, faire 8 choses en même temps, ce qu'on est habitué à faire souvent les femmes. Donc, elle essayait de se mettre en situation beaucoup plus calme. Elle-même avait diminué ses heures de travail, s'arrangeait pour avoir évidemment un sommeil qui était réparateur, mais s'amusait à avoir des listes. Elle se fait des listes partout là, pour être sûre qu'elle n'oubliera pas. Ce que des fois, de toute façon, on fait tous, tout le monde veut pas avec les années qui avancent. Mais néanmoins, c'était sa stratégie à elle pour essayer de mieux participer dans sa vie, ne pas se sentir enfumée avec tout ce syndrome-là. Une chose est importante, je pense que les patientes, on a besoin de vraiment reconnaître la possibilité que ça peut exister. C'est sûr qu'il ne faut pas arriver à en faire une raison discriminatoire pour des activités. Je pense que quelqu'un qui a été en chimio a droit à sa vie, puis j'aimerais pas qu'on voit une espèce d'étampe qui fasse que tout le monde en souffre, mais en même temps, il faut essayer de reconnaître la problématique, puis d'essayer de trouver des pistes de solutions. Donc, on a beaucoup de recherches encore à faire, et c'est un petit peu le monde là, du défaut là, cognitif léger qu'on retrouve avec la chimio. Merci. Merci, Dr. Provencher. Donc, j'aimerais ouvrir maintenant la discussion à nos auditeurs qui auraient soit des questions ou des commentaires. Donc, s'il vous plaît, dites à qui vous adressez votre question. Merci. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant procéder à la période de questions et réponses. Si vous avez une question, veuillez appuyer sur les touches étoiles suivies du 1 sur votre téléphone à clavier. Une tonalité se fera entendre confirmant votre demande. Les questions seront prises dans l'ordre qu'elles auront été acheminées. Veuillez également vous assurer de décrocher le récepteur de votre appareil téléphonique si vous utilisez la fonction main libre avant d'appuyer sur les touches. Un moment. Je m'appelle Janice, je viens de Calgary. Qu'est-ce qui a été fait pour le cancer de l'ovaire sur le déficit cognitif? Quel type de recherche sur
les drogues que moi je prends. Aquataxol et je pense que Carbofan, elle a dit. Et quelles sont les recherches qui ont été sur les effets de ces drogues-là sur la déficience cognitive chez le cancer de l'ovaire? Alors, je vais répondre. Du côté du cancer de l'ovaire, il n'y a absolument aucun... Alors, pour le cancer de l'ovaire, jusqu'à présent, il n'y a vraiment eu aucune recherche. Il n'y a pas eu de projet spécifique pour le cancer de l'ovaire. C'est un des difficultés, des challenges qu'il faut adresser parce qu'effectivement, les différents sites tumoraux, en même temps que tous les différents traitements qui sont reçus, alors on peut s'attendre à ce qu'il y ait des effets différents dépendant de quel médicament on a reçu. Ça devra se faire pour être plus précis à l'avenir. Les résultats sont différents pour ce qui concerne ce qu'on peut s'attendre à voir pour le cancer du sein que pour le cancer de l'ovaire. Est-ce que c'est vrai, ça? Il y a beaucoup de cofacteurs qui pourraient être impliqués. Je vous donne un exemple. Dans le cancer du sein, souvent, la population est un petit peu plus jeune. Donc, on retrouve des femmes qui vont commencer à faire leur chimiothérapie, soudain devenir ménopausées parce que la chimio va avoir eu un impact sur leur côté endocrinien, sur le côté hormonal, et par la suite, ça amène une dimension qui est différente. Donc, on a des problèmes qui pourraient, en théorie, être très différents. Le peu d'études qu'il y a eu jusqu'à présent dans d'autres types de cancers ont fait que dans certains types de tumeurs, on ne remarquait pas de différence. Mais là encore, il n'y a pas d'entente parce que les types de tests en neuropsychologie qui avaient été faits, même les psychologues entre eux ne s'entendent pas à savoir lequel est assez sensible pour démontrer justement une finesse qui est très subtile à évaluer. Alors, c'est très, très difficile. Là. Il y a un gros problème de méthodologie là, pour finir par être capable d'avoir la conclusion. La prochaine question nous vient de Rose. Quelle est la perspective pour le cancer de l'ovaire? Qu'est-ce que vous prévoyez? Pour ce qui est d'évaluer le fonctionnement cognitif, écoutez, il faudrait que des chercheurs se mobilisent justement avec cette question-là. Est-ce que ce serait d'une façon plus puriste de l'étudier avec le neuroimaging, c'est-à-dire l'imagerie cérébrale? Je pense que oui, parce qu'en ce moment, les tests neuropsychologiques, il y a trop de controverses. Je veux dire, chaque étude va critiquer l'autre, alors on va perdre notre temps avec ça. Ou encore d'y regarder plus près avec des études moléculaires. Mais il faudrait vraiment que ce soit un groupe de chercheurs qui se mobilise là-dedans. Il y a peut-être une porte de sortie. Il y a un atelier justement sur le cancer de l'ovaire où le groupe est très présent cette année. Il y aurait probablement place à ce que les patients ou les représentants des patients émettent ce souhait-là auprès de l'organisme pour justement encourager soit un fonds de recherche qui va regarder spécifiquement cette problématique-là en cancer de l'ovaire. Mais définitivement, si c'est fait, il faut que ce soit fait avec beaucoup de sélection, beaucoup de recherche là, pour être capable d'aller regarder toutes les petites différences qui pourraient expliquer pourquoi quelqu'un développerait un défaut cognitif, même léger, pour pas qu'après ça, on se fasse accuser que l'étude est mal faite ou en tout cas quoi que ce soit, là, puis qu'on retourne encore à la case de départ. Oui, donc question additionnelle, c'était est-ce que vous avez des chiffres de pourcentage des patients de cancer de l'ovaire qui pourraient souffrir de problèmes cognitifs à suite de la chimiothérapie? En cancer de l'ovaire, on a zéro information. La seule information qu'on a de toutes les études, c'est on pense que 16 à 50 des femmes qui ont reçu de la chimio pourraient avoir cette difficulté-là, qu'elle soit à court terme, à moyen terme ou à long terme, dépendant de chacune. Mais spécifiquement en cancer de l'ovaire, il n'y a vraiment aucune étude. Que c'est sur le site web pour avoir de l'information sur la pièce de Comme les poissons en dehors de l'eau. Ça, je vais y revenir à la fin de la session.